Bonsoir à tous. Ce fut un homme complet. C'est ainsi qu'on pourrait qualifier Rabindranath Tagore, dont le nom seul évoque toute une époque. Premier asiatique à recevoir le prix Nobel de littérature, aussi à l'aise dans le théâtre, la musique, la pédagogie que la politique, ce poète bengali est une figure de légende. Une légende encore rehaussée par un physique exceptionnel, un charisme qui stupéfia ses contemporains qui accouraient en masse pour assister à ses conférences. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'on le surnomma le Léonard de Vinci de la Renaissance bengali. Un homme exceptionnel donc, une pensée universelle. Rabindranath Tagore, le Seigneur du Soleil, c'est la traduction de son nom, a consacré sa vie à établir un trait d'union entre l'Orient et l'Occident. Et c'est ce que montre bien, je crois, ce portrait qui est signé Sylvain Roumette. C'est le 30e volume de cette collection. Je suis né dans ce qui constituait alors la métropole de l'Inde britannique. Nos ancêtres ont vogué jusqu'à Calcutta sur la marée qui apportait avec plus ou moins de bonheur la compagnie des Indes orientales. Aussi ma famille vivait-elle au confluent de trois cultures, hindoue, musulmane et britannique, dans un monde où l'esprit de progrès et de modernisme, né dans les villes, avait juste commencé de triompher de la vie de notre ancienne communauté villageoise. Celle-ci avait déjà été pratiquement détruite, mais on entendait encore des cris plaintifs planer au-dessus de ces débris. J'avais souvent entendu mon frère aîné évoquer, avec un regret poignant et désespéré, une société hospitalière où régnait une foi simple et la poésie rituelle de la vie. Mais ce n'était pour moi qu'une ombre qui s'évanouissait derrière moi à l'horizon crépusculaire. Car partout autour de moi, enfant, grandissait la ville moderne. Et même si mon expérience du monde se réduisait à elle, mon esprit était toujours hanté par les nostalgies de l'exil. Tagore a passé l'essentiel de sa vie hors de Calcutta, qu'il n'aimait pas. Mais il y est né et il y est mort. Et 50 ans après, son image fait maintenant partie du décor de la ville. Il peut même arriver qu'on tombe au hasard des rues sur un fou ou un sage qui chante du Tagore au milieu de la foule. Il n'y a pas de tombeau de Tagore. Dans le quartier nord de la ville, du côté des champs de crémation, un petit mémorial signale simplement l'endroit où son corps fut brûlé, selon le rite, en 1941, au milieu d'un déchaînement de dévotion collective qui vit la foule fouiller les cendres du bûcher à la recherche de reliques. Aujourd'hui, le temps des reliques est passé. Nous sommes dans celui de la mémoire, la vraie mémoire, c'est-à-dire la mémoire populaire. Celle, par exemple, qu'entretiennent un peu partout au Bengale des sortes de peintres troubadours, les potois, colporteurs de récits et de mythes, et qui chantent la vie de Tagore comme ils chantent celle des héros du Mahabharata ou du Ramayana. ঠাকুর কবি গুণী মানুষ ছিল বলে দেশে বিদেশে তিনার প্রচার বাড়িল Tagore est né en 1861, 14e enfant d'une famille de haute caste, bien que d'alliance ancienne avec des musulmans l'ait fait déroger de la pure orthodoxie hindoue. Famille puissante et riche, engagé dans la collaboration avec les Anglais et représentant parfaitement l'élite occidentalisée de la société bengali. Dans cette lignée, et malgré son allure de patriarche, Tagore apparaît moins comme un fondateur que comme un continuateur. Le vrai fondateur, c'est le grand-père, surnommé le prince, pour sa magnificence et l'usage qu'il fit de sa fortune, gagnée dans le commerce, la banque et l'armement de bateaux.
C'est lui qui expédia à Londres la première cargaison de thé en 1838. Quant au père, surnommé lui le Sage, c'était un homme austère et religieux qui emmena son fils sur les chemins d'un hindouisme réformé, plus proche de la sensibilité moderne. Père sévère aussi, qui interdisait à son fils de sortir de la maison familiale. Il faut imaginer le jeune Tagore reclus dans la grande maison patricienne, comme l'a fait Satyajit Ray dans le film qu'il lui a consacré. Going out in the street was forbidden too, and this was indeed a pity, for nothing seemed more fascinating to the boy than the world outside. Cette échappée vers le monde extérieur est une expérience décisive pour le jeune Tagore. Mes voyages sur le toit, écrit-il, gardaient pour moi en réserve la joie de la traversée des 7 océans. Monter sur le toit, c'était m'élever au-dessus des habitations grouillantes des hommes. C'est surtout avoir accès à un monde plus secret, celui des terrasses, qui est pour l'essentiel un monde féminin, dérobé aux regards ordinaires, et qui a gardé un parfum de vie villageoise par rapport au monde bruyant et chaotique de la rue. বলে লেখাপড়া শিখে তিনি সুশিক্ষিত হলো আরো বেশি শিক্ষার প্রভাব মনেতে জাগিল Contrairement à la légende, le jeune Rabindranath n'alla pas à l'école et ne fit pas de bonnes études, du moins conventionnelles, car il reçut à domicile une éducation soignée et sur mesure, exercice de lutte compris. Il y a peu d'images de Tagore jeune. Parmi elles, ces croquis sont les seuls à laisser deviner l'adolescent joueur et non conformiste qu'il était, rebelle à l'encadrement scolaire comme aux normes sociales de son milieu. Ce n'est pas par hasard, car ils sont de la main de son frère Jyotirindranath, son complice de ses années d'apprentissage, plus âgé que lui de 10 ans, et aussi brillant dessinateur que musicien. Il fut en particulier le véritable initiateur de Rabindranath à la musique. La musique était partout dans la grande maison de Jorasanko. Musique européenne, airs à la mode, musique classique indienne, et aussi musique populaire, que les deux frères aimaient écouter en dépit des préjugés. Spécialement la musique des baouls, ces fous de Dieu errants, à qui il arrivera à Tagore de ressembler, ou de vouloir ressembler. একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মনোয়া কেন বাঁধো দালান ঘর একদিন মাটির ভিতরে হবে ঘর রে মনোয়া কেন বাঁধো দালান ঘর প্রাণ পাখি উড়ে
যাবে পিঞ্জর ছেড়ে ধরা ধামে সবই রবে তুমি যাবে চলে প্রাণ পাখি উড়ে যাবে পিঞ্জর ছেড়ে আরে গান শোনেন গান করেন গো দেখো বাউলারাও আজ বাউল সুরে ওঠেন মেতে রবীন্দ্র বাউল আজ ছবি আঁকেন গল্প লেখেন গো করেন তিনি গান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ গো সাহিত্য যারে প্রাণ Poète précoce, soutenu par une famille influente, Tagore devient vite l'espoir de la littérature bengali. Mais au lieu de se contenter des succès mondains qui sont à portée de sa main, il quitte Calcutta et part s'installer à la campagne pour gérer les propriétés familiales sur le territoire de l'actuel Bangladesh. C'est là, à bord du bateau dont il a fait sa maison, que son œuvre poétique va mûrir, au cœur du paysage d'eau qui est sa géographie secrète. Comme le héros de Satyajit Ray, Apu, Tagore est ce jeune homme qui lit et qui écrit au fil de l'eau des poèmes, la plupart du temps adressés à une femme, et dans lesquels se reconnaît souvent, en tout cas, une voix féminine. L'air est impatient d'un murmure d'eau qui m'appelle. Là, dans le triste crépuscule, j'irai. Personne sur le sentier solitaire, le vent s'élève, un frisson rampe sur l'eau. Je ne sais si je reviendrai, je ne sais quelle rencontre fortuite. Là, près du gué, dans la petite barque, l'homme inconnu joue sur son luth. Quand mes œuvres lourdes de sens auront déjà coulé à pic, écrit Tagore, peut-être mes paroles légères danseront-elles encore sur les vagues du temps. Tout se passe en tout cas comme si une sorte d'osmose s'établissait entre l'univers du fleuve et la langue chargée de le célébrer. C'est une véritable pulsion d'écriture qui s'empare de Tagore, écrivant comme sous la dictée du paysage. En une dizaine d'années, les recueils vont se multiplier, d'où sortira un choix de poèmes intitulé Gitanjali, l'offrande de chant, qui, traduit en anglais, puis en français par Gide, créera l'événement en Europe. De la même main dont il signe cette traduction, Gide écrit à Saint John Perse. Il m'a paru qu'aucune pensée de nos jours ne méritait plus de respect, j'allais dire de dévotion, que celle de Tagore. Et j'ai pris mon plaisir à me faire humble devant lui, comme lui-même s'était fait humble pour chanter devant Dieu. Ce que j'ai fait l'effort d'exprimer et n'est pas encore exprimé, voici. J'ai peint le monde de l'éternité sur l'humble toile des moments. Je l'ai vu et médité de mille manières. Une éternelle reconnaissance de l'inconnu est tombée en moi et m'a naturellement comblée. Mais je n'ai pas encore trouvé la langue naturelle pour l'exprimer. Les cygnes volent vers la berge, en sable nu, du rivage opposé. Le ruisseau pauvre et fatigué semble courir et ne pas courir. Il s'arrête comme les yeux mal éveillés se ferment. À chaque instant, il va mourir. Et le sentier aux nombreux tours, marqué depuis des millions d'années par les traces de pieds, marche comme un vieil ami le long du chemin plein de fruits, et la rivière est en douce intimité avec les chaumières. Ce village et cette prairie désertée, cette berge avec son bac, la ligne bleue de la rivière et dans le giron des sables près de l'eau, le cœur bavard des poules d'eau, chacune de ces images, poète, tu les as vues si souvent dans l'incandescence du printemps. Ah, les fixer tout en marchant sur le chemin, écouter les chants presque inarticulés, épier l'enlacement soudain silencieux de la rivière par l'ombre du flottant nuage. Tout cela grise ma vie par un profond tourment de joie.
pour qui je lutte toujours, espérant toujours l'exprimer. J'ai pensé que j'avais quelque chose à lui dire quand nos regards se sont croisés sur la route. Mais elle est passée et les mots que j'avais à lui dire se balancent jour et nuit sur la vague des heures, comme une barque abandonnée. Ils clignotent comme des lucioles, ces mots que j'avais à lui dire. আজি গীতাঞ্জলি কাব্য তার গো দেখো সাহেবগণ পড়িয়া আজ নোবেল প্রাইজ দিল তারে আনন্দ হইয়া। En 1913, le prix Nobel est décerné à Tagore. C'est un choix inattendu, compte tenu de la minceur de l'œuvre couronnée, et aussi de la nationalité d'un écrivain au nom jugé par beaucoup imprononçable. Le premier écrivain non européen à recevoir le prix. It had some spiritual bias in that. It had some political bias in that also. At that particular time, before the First World War started, there was a hankering for spirituality. That atmosphere helped Tagore. And from the Westerners, there had been some exotic reasons also. Something new, something from a far land which is unknown, which was unknown still then. So all these things combined together made a success. And last but not the least, his appearance. In his letters, he had been writing all the time. The people are treating me as a prophet. I am not a prophet. I don't want to be a prophet. I want to be a poet. In fact, when he visited China, he visited Japan, he sometimes exclaimed that I want to read poems in this mass gathering, but they won't let me. They would like to hear sermons from me, what I should do. But what he did, actually, he did do that. He yielded to this. He became a prophet, like somewhat like that. And again, it's true that he had something to say to the world. Il avait aussi, et d'abord, quelque chose à dire à son pays. En 1905, un projet anglais de partition du Bengale jette le peuple dans la rue, Tagore en tête. Et c'est en chantant des hymnes patriotiques composés par lui que les Bengalis manifestent. Le jour prévu pour la partition, Tagore a l'idée d'un geste symbolique de protestation en adaptant un ancien rituel religieux hindou. Chaque Bengali lie son poignet au poignet d'un autre Bengali, qu'il soit musulman ou hindou. Cette mise en scène de la fraternisation religieuse et ethnique a un immense succès. Tous ces événements auraient pu conduire Tagore à devenir le leader nationaliste du Bengale. En 1911, pour un meeting du National Congress, il compose un chant qui deviendra, après l'indépendance, l'hymne national indien, ici interprété par lui dans les années 20. Mais la montée de la violence l'éloigne de la cause nationaliste. La politique de non-coopération, qui consiste à détruire les biens d'origine anglaise, lui paraît dangereuse et finalement contraire à l'intérêt des plus pauvres. C'est ce qu'il montrera dans son roman La Maison et le Monde, où il met en scène un leader révolutionnaire ambigu, à la fois démagogue et séduisant, projection évidente de ses propres contradictions. এই ছাই পবিত্র বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম
Cela ne l'empêchera pas de marquer sa solidarité avec les victimes de la répression anglaise lorsque celle-ci deviendra violente. En 1919, il réagira au massacre d'Arimsar en renvoyant solennellement le titre de chevalier que lui avait conféré la couronne britannique. আজ পরাধীন ভারতের চাই গো সম্পূর্ণ স্বরাজ আজ জালিয়ানওয়ালা বাগে গো নিরস্ত্র সবাই হিংস্র ইংরাজ সেথা গুলি যে চালায় En vérité, quelle que soit la sincérité de son engagement patriotique, Tagore n'a jamais considéré la politique comme le champ d'action qui lui convenait. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la vie des gens dans les villages. Là est l'échelle de son action. Si nous parvenions à libérer un seul village de l'ignorance et de l'impuissance, ce serait un modèle pour l'Inde entière, écrit-il. Et changer le village, c'est d'abord changer l'école. Tagore avait gardé le plus mauvais souvenir de l'école indienne, dans laquelle il ne voyait que la caricature mécanique de l'école européenne. Une école sans joie, formaliste et coupée de l'environnement naturel des élèves. Jagadish Babu? Oh, আচ্ছা দেখছি বৈকুণ্ঠ বৈকুণ্ঠ পিতার তৈরি আশ্রম ছিল শান্তি নিকেতন সেটাই করেন বসতি গো রবীন্দ্র রতন আজ প্রচলিত শিক্ষা লাভে গো দেখো নাই তার সাই আজ আশ্রমিক শিক্ষা সত্র করিলেন তথায় L'idée force de Tagore, c'est le retour à la tradition ancienne, celle des maîtres qui étaient aussi des maîtres de vie, les gourous des ermitages forestiers, où maîtres et élèves vivaient ensemble, au contact de la nature. À Santiniketon, sur les lieux mêmes où son père avait fondé une maison de méditation, Tagore ouvre une école sans mur et sans table, une autre façon, dira-t-il, d'écrire un poème avec un matériau autre que les mots. Ce qui soude une communauté comme celle de Santiniketon, c'est à défaut d'une religion commune, puisque toutes les religions y ont dès le départ été représentées, du moins l'adhésion à un certain nombre de valeurs spirituelles, d'universalisme et de tolérance. Historiquement, ce sont celles du brahmoïsme, cette dissidence moderne de l'hindouisme à laquelle s'était rallié le père de Tagore et dont le culte subsiste aujourd'hui dans la maison de méditation. Beaucoup de chants brahmo sont des chants de Tagore, qui font écho aux hymnes védiques qu'il chantait pour son père lorsqu'il était enfant.
Dès sa fondation en 1901, l'école de Santiniketon avait été conçue comme un creuset où fondre les races et les religions. আজ ভারতের মাঝে বিশ্ব গো দেখো করিলেন রচনা আজ জাতি ধর্ম বর্ণ মিলে করে সবে বিদ্যার আরাধনা বিশ্বভারতী নাম En 1921, l'école des débuts s'agrandit par la création d'une véritable université, Visva Bharati, conçue comme un lieu de rencontre entre l'Est et l'Ouest. Son noyau est une école d'art et de musique, l'art ayant toujours été pour Tagore la voie royale du développement de la personne et de la découverte de soi. This place gives you so much of time to really be introspective, I would say, to be inside yourself as the days go on. But like I say, how much do you inhale or take in from this place is your personal struggle. Many people leave this place and go back to where they belong to. I wouldn't like to do that. I would be a hypocrite to myself if I go back and be the same as I was 5 years back. That would be a big insult to Tagore and this whole place. How much do you inhale? How much do you respect? Because I think Tagore in the end process, perhaps he's really telling you to love yourself first. Because he was a big lover of himself. Wasn't he? Of himself too, you mean? That is life. He was a great lover, I would say. It's tempting to be like him, isn't it? But it's not the glamorous or the exciting sight. It is all. It's the step by step. Goutte par goutte. Nous oublions que when we started walking, when we were a small child, it was our mother who held onto our finger for our first step. But nobody remembers it. If it's Maman, elle était là. But nobody remembers that our mother held our finger. First walking step in life. Let's be big, isn't it? Everybody forgets it. Vous parlez de Tagore comme une mère plutôt que comme un père. Parent, it's a dream parent, isn't it? He's caring. He's shown you many things. He's led a path for you. He tells you that there's only one path to reach enlightenment. And everybody thinks there are alternative ways. Do you think he's still living elsewhere? I mean, in other places than Santiniketon, in Calcutta, for instance? Or he's still living? Yes, he'll live with me at least, wherever I go. Il y a toujours eu entre Tagore et les femmes une profonde connivence. Ses plus beaux personnages romanesques sont des femmes, comme ici Charulata, incarnée par Madhabi Mukherjee, une des actrices préférées de Satyajit Ray. Et quand il a entrepris de dessiner, il n'a cessé de peindre des visages de femmes. Cette femme toujours étrangère, disait-il, et que pourtant il me semble connaître. Traditionnellement, la femme bengali ne sortait pas d'un parti de la maison qui lui était réservée. Tagore, enfant, avait fait l'expérience de cette réclusion. Et quand dans La Maison et le Monde, le personnage du mari fait symboliquement traverser à sa femme le couloir qui la conduit vers le monde extérieur, nul doute que cette scène de libération est aussi la sienne propre. Lui aussi a parcouru ce chemin entre la maison et le monde, entre l'intérieur et l'extérieur, entre l'Inde maternelle et l'inconnu d'au-delà des mers. D'une certaine façon, cela a même été son aventure essentielle. Lui qui a inversé le sens classique des pèlerinages et n'a cessé de voyager vers l'Occident, réalisant ainsi dans sa vie la vocation solaire de son nom,
Rabindranath, le Seigneur du Soleil, qui lui aussi voyage d'est en ouest. Le prix Nobel a naturellement été le déclencheur d'une série de voyages qui sont vite devenus des sortes de voyages officiels dans les principales capitales du monde. En Europe, dans les années 20 et 30, Tagore est accueilli à la fois comme un chef d'État et comme le prophète que, bon gré mal gré, il n'a jamais cessé d'être. À tous, il tient le même discours. Le nationalisme est le mal moderne. Il faut remplacer la course à la prospérité matérielle par la recherche de la vérité et de la connaissance. Et pour cela, l'Occident a autant à apprendre de l'Orient que celui-ci a à apprendre des nations européennes. Ces tournées de conférences ne vont pas sans malentendu. En Italie, en 1926, il se fait manipuler par la propagande fasciste après avoir imprudemment salué la personnalité exceptionnelle de Mussolini. Et il se fait rappeler à l'ordre par Romain Rolland et ses amis de la gauche européenne. En Allemagne, l'amitié et l'admiration de Keyserling, chantre de l'âme germanique, ne sont pas non plus sans ambiguïté. Et en acceptant de participer à une grande fête de la jeunesse allemande, Tagore semble cette fois se boucher les oreilles à la musique nationaliste. La Russie, enfin, qu'il visite en 1930, l'a toujours fasciné pour ses réussites en matière d'éducation. Si, 10 ans plus tôt, le paysan indien et le paysan russe en étaient au même point de misère et d'arriération, la différence qu'il constate aujourd'hui est à mettre purement au crédit du pouvoir des soviets. Pour le reste, écrit-il, les soviets s'efforcent de mettre à bas le pouvoir des puissants et la richesse des riches. Qu'avons-nous à craindre de cela? Nous n'avons ni pouvoir, ni richesse, et nous appartenons dans le monde à la classe des affamés et des dominés. Sa fascination pour l'Europe ne lui a pas fait oublier la solidarité de l'Inde et du reste de l'Asie. En Chine, il s'est plu à retrouver autour du bouddhisme les traces de ce qui avait été après tout une exportation indienne, et sa visite au dernier empereur Puyi avait tous les caractères d'une visite historique. Quant au Japon, où il s'est rendu dès 1916, il lui est tout de suite apparu comme le pays d'Asie sans doute le plus prêt à intégrer le génie européen, mais au risque de perdre la part la plus fragile de son identité. L'avertissement qu'il a donné aux Japonais dans une conférence célèbre valait bien sûr pour l'ensemble de l'Asie et au premier chef pour l'Inde. S'il s'agit d'une simple reproduction de l'Occident, la grande espérance qu'elle aura éveillée ne sera pas réalisée. Car il y a de graves questions que la civilisation occidentale a posées devant le monde et auxquelles elle n'a pas complètement répondu. Les conflits entre l'individu et l'État, le travail et le capital, l'homme et la femme, les conflits entre l'avidité du gain matériel et la vie spirituelle de l'homme, entre l'égoïsme organisé des nations et les idéaux les plus élevés de l'humanité, tout cela doit se résoudre en harmonie. Comment? On ne peut même pas encore le concevoir. La civilisation qui a grandi sur le sol de l'Europe et a envahi le monde entier comme une mauvaise herbe prolifique est fondée sur l'exclusivisme. Elle veille toujours à parquer dans un coin les étrangers ou à les exterminer. Elle est carnivore et cannibale dans ses tendances. Elle puise sa nourriture dans les autres peuples, forçant les races d'hommes plus faibles à demeurer éternellement dans leur faiblesse. C'est une civilisation scientifique et non humaine. Elle est puissante parce qu'elle concentre toutes ses forces vers un unique but, comme un millionnaire augmentant sa fortune au prix de son âme. Elle trahit sa foi. Elle trame ses filets de mensonges sans honte. Elle dresse dans ses temples de gigantesques idoles au profit et tire grand orgueil des cérémonies coûteuses de son culte. Nous prophétisons sans hésitation que cela ne peut continuer. L'Orient, avec son multiple idéal, au sein duquel se sont amassés les siècles de soleil et le silence des étoiles, peut attendre patiemment jusqu'à ce que l'Occident, poursuivant l'immédiat, perde haleine et s'arrête.
L'Orient sait qu'il est immortel et qu'il réapparaîtra maintes fois dans l'histoire de l'homme, avec son breuvage de vie. Voici l'heure venue où nous devons faire du problème du monde notre propre problème, où nous devons établir l'harmonie entre l'esprit de notre civilisation et l'histoire de toutes les nations de la Terre. আজ জলস্থলে আকাশ পথে বিদেশ গেলেন চলে ফিরিলেন গোমদের কবি আনন্দ হইয়া আজ ফ্রান্স জার্মান রাশিয়া চীন গো জাপান দেশে গিয়ে ফিরিলেন গোমদের কবি সুধী বন্ধু লয়ে রমা রলায় আইনস্টাইন গো বিজ্ঞ জন যত হইলেন ঠাকুরের বন্ধু আনন্দের সহিত À partir des années 30, le rythme des voyages se ralentit. Ce n'est plus Tagore qui va vers le monde, c'est le monde qui vient à lui. Dans son ermitage de Santiniketon, il s'installe peu à peu dans l'existence d'un patriarche que ses amis lointains viennent visiter. Bien sûr, ni Romain Rolland, ni Einstein ne font le voyage, mais nombreux sont ceux qui viennent partager ces banquets à la mode platonicienne. Jour tranquille au Bengale, une société choisie, des promenades au jardin, des femmes jolies et spirituelles, des conversations sérieuses sous la véranda, des arts d'agrément et des leçons de peinture sous des colonnades à l'antique. Tout cela constitue un assez joli art de vivre cosmopolite dans la douceur de l'avant-guerre. Il n'y manque même pas les fêtes, dont Tagore a toujours été l'acteur et l'organisateur. Comme la fête du printemps, la plus tagorienne de toutes, aujourd'hui encore, et qui se célèbre sur ses musiques. Le danseur devenu vieux est devenu chorégraphe. Jusqu'à la fin de sa vie, il s'est occupé de troupes de danse et de spectacles de ballet qu'il emmenait lui-même en tournée pour récolter des fonds pour sa chère université. L'âge venu, une nouvelle activité prit de plus en plus de place dans la vie de Tagore. Au temps de la danse, allait succéder le temps du dessin. Il avait toujours pratiqué le dessin, en particulier en s'amusant à raturer ses manuscrits et à faire naître du lacis des lettres des lignes imprévisibles, un bestiaire fantastique, des formes menaçantes, des silhouettes grotesques. Peu à peu, ces dessins nés de l'écriture ont pris de l'autonomie et ont occupé toute la page, avant d'occuper les couloirs du métro de Calcutta, dont une station est entièrement consacrée à Tagore.
En 1924, le regard d'une femme sur ses dessins les lui fit tout d'un coup prendre au sérieux. Il est vrai que cette femme était Victoria Ocampo, l'amie de Borges, de Caillois et de Drieux-La Rochelle. Elle l'encouragea non seulement à poursuivre son travail graphique et pictural, mais aussi à le montrer, et elle organisa pour lui une exposition mémorable à Paris en 1930. Désormais, Tagore était un peintre à part entière, sur les œuvres de qui les autres peintres pouvaient jeter un regard professionnel. When you see his work, you can see that his work has certain kind of references, visual references, to the arts of the various parts of the world. I mean, his early sort of a decorative work and things of that kind have certain kind of references to the works of what are called primitive art. Also, his sort of graphic exercises have some references to the work of the Art Nouveau artists and their illustrations and things of that kind. Later, when he does his figural subjects, and especially visages of people, masks and things of that kind, there are certain kinds of images that he makes which can be put side by side with the image of Emile Nolde, for instance. He was probably seeking a kind of a visage that is behind the normal visage, a reality which is behind the normal reality. You might have been quite familiar with one of his plays called The King of the Dark Chamber. That is, a princess gets married to a king, but she can't see him. So he says, you can always meet me in the dark chamber, and that's the only place where you can really recognize me. And well, she tries that, I want to meet you in the open. Then he says, well, you can meet me in the open, but then in the dole pageant, with dole, that is the holy. Then she goes out and she finds many people who look like royal personages, and she falls in for a man who was just a sort of an imposter. So finally, she finds that it is a sort of a, not a fruitless search, and agrees to meet him in the dark chamber again. So there is something of that in his writing also. That is, the real reality is somehow met in the darkness of the heart. It is not seen in the reality of the sunlit world. I mean, things of that kind, yes. C'est dans une autre chambre obscure que le grand âge installe le vieux poète. Le monde s'est rétréci autour de lui. Le moment est venu des soins redevenus maternels et des dernières visites. Une de ces visites est particulièrement importante, car elle met fin à de longues années de différends, celle de Gandhi, que Tagore avait été le premier à appeler Mahatma, c'est-à-dire le saint, mais à qui il avait toujours refusé de faire allégeance. Gandhi, lui, voyait en Tagore la grande figure de l'identité indienne, une sentinelle vigilante et quelquefois encombrante, mais avec qui il était finalement prêt à faire la paix. Ce qui se produisit en 1941, quelques mois avant la mort de Tagore, Gandhi allant jusqu'à promettre de veiller personnellement à l'entretien de Santiniketon après la disparition de son fondateur. Tagore a écrit jusqu'à son dernier jour.
Des poèmes où, malgré l'approche de la mort, il y a moins d'angoisse que de sens du mystère et de simple intuition de la permanence. Ô jeunesse, quelle mélodie veux-tu jouer? Tes paroles seront-elles prisonnières dans les feuilles sèches du manuscrit? Tes paroles capables de s'élancer sur la harpe des vents du sud pour révéler son être profond à la forêt? Tes paroles soulevant dans l'orage l'orchestration d'orage et de déluge, faisant rouler les tambours de triomphe à travers les vagues surgies de l'océan? Ô ma jeunesse, es-tu enfermée dans la limite de ton tracé? Mais non. Déchire le réseau d'illusions de l'âge, que ta flamme brillante et pareille au sabre perce le cœur de l'âge, épanouit la fleur de l'immortalité, toujours nouvellement sous de neuves lumières, passe de monde en monde. সমুখে শান্তি পারাবার ভাষা ও তরণী হে কর্ণধার, তুমি হবে চিরসাথী, লও লও হে ক্রোড়পাতি, অসীমের পথে জ্বলিবে জ্যোতি ধ্রুব তারকার। মুক্তিদাতা তোমার ক্ষমা তোমার দয়া হবে চিরপাথেয় চিরযাত্রার, হয় যেন মর্তের বন্ধন ক্ষয়, বিরাট বিশ্ব বাহু মেলিলয়, পায় অন্তরে নির্ভয় পরিচয় মহা অজানার। আমাদের ছাড়িয়া তিনি স্বর্গে চলে গেল, ইতিহাসের জিনার নাম নজির যে রহিল। এইখানেতে শেষ করিলাম কবিতার বন্দনা। লেখকের নাম ইয়াকুব চিত্রকর, নয়া গ্রাম মেদিনীপুর ঠিকানা। এইখানেতে থেকে গেল আরো অনেক বাকি, বলে আরো কিছু লিখব বাবু যদি বেঁচে থাকি। নমস্কার। প্রভু খেলেছে অনেক খেলা, প্রভু খেলেছে অনেক খেলা, এবে তোমার ক্রোড় চাহি। প্রভু খেলেছে অনেক খেলা, এবে তোমার ক্রোড় চাহি। প্রভু খেলেছে অনেক খেলা। শান্ত হৃদয়ে হে তোমারে প্রসাদ চাহি। প্রভু খেলেছে অনেক খেলা, আজ চিন্তা তপ্ত প্রাণে তব শান্তি বাড়ে চা। Voilà, il me reste à vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau portrait. Ce sera celui de l'écrivain argentin Ernesto Sabato. Et puis rappelez-vous, 3615 Code de France 3 pour toutes informations ou pour les bibliographies que vous aimeriez connaître. Merci, bonsoir.